Salam alaikum, bonjour. Nous sommes en ce moment au Salon du Bourget où nous assistons et où nous essayons de couvrir la 33e rencontre des musulmans de France. Et nous avons le plaisir d'avoir été accueillis par M. Ammar Lasfar, qui est président de l'UOIF et en même temps principal organisateur et président de la dite rencontre. Ammar Lasfar, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. C'est moi. Voilà. Alors, beaucoup de musulmans qui ne sont pas forcément en France, notamment dans la diaspora, dans le Maghreb, entendent parler de l'UOIF, mais ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? L'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, elle est née en 1983 en France. À l'époque, bien sûr, on était une dizaine d'associations, plus exactement 9 associations. Nous avons nous avons pris la décision de mutualiser nos efforts et de nous unir, et nous avons commencé le parcours. Et dès le début, on a cadré un peu cette fédération naissante autour d'un certain nombre de cadres, notamment son indépendance. Donc c'est une structure complètement indépendant bien sûr du pouvoir politique local. Et d'ailleurs la loi 1905 de séparation de laïcité nous a épargné ce travail. Donc la République française traite les religions d'une même égalité, indépendant de nos pays d'origine, parce qu'on savait déjà, en 1983, on savait que on ne peut pas construire un islam en France avec des ingérences de tel ou tel pays. Donc il faut un peu sevrer en quelque sorte cette communauté musulmane naissante de l'époque. Puis un islam aussi cadré par sa propre lecture. On a commencé un peu à penser, à organiser des colloques pour doter cet islam de tout un arsenal juridique sur le plan de fiqh, de la jurisprudence musulmane. Un islam aussi qui se dote d'une pratique éclairée, une pratique qui tient en compte la réalité dans laquelle nous vivons. Donc c'est un islam en France, au XXe siècle. Et puis un discours aussi. C'est un peu les 4 choses qui cadrent un peu ce que nous avons voulu faire en 1983. Donc c'est une fédération d'associations. Aujourd'hui, nous sommes 300 associations qui composent l'UOIF. On se trouve quasiment dans toutes les villes de France, voire même dans tous les quartiers de France, Alain, avec des mosquées, entre guillemets, cathédrales, c'est-à-dire des grandes mosquées avec minarets, avec pignon sur rue. Et dès la naissance de l'UOIF, on a commencé notre première rencontre. 1983, la première rencontre, la rencontre numéro 1. Aujourd'hui... Ici même, au Bourget. Non, avant, de 83 à 88, on faisait le Tour de France. Alors qu'on faisait le Tour de France, on est allé à Lille, on a commencé de Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Lyon, et puis on a atterri ici en 88. On a atterri en 88 comme dans le cadre de la tournée. Mais finalement, les locaux et les bâtiments de Bourget nous ont plu. Alors, on n'a pas quitté le Bourget depuis 88 jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, c'est devenu donc une rencontre très connue, très courue d'ailleurs, par tous les musulmans de France qui viennent des 4 coins du pays. À l'origine de la rencontre, s'appelait le congrès annuel de l'UOIF. Il était réservé un peu aux membres de l'UOIF, quand on faisait la tournée. Mais quand on a pris cette ampleur, alors on a dit, il n'est plus question aujourd'hui de la réserver uniquement aux membres de l'UOIF. On l'a offert à la communauté musulmane. Donc on l'appelle la rencontre des musulmans de France. Mais ce n'est pas en train de tourner un peu à la foire, plutôt à la kermesse, plutôt qu'à une rencontre d'ordre spirituel, culturel aussi. Vous savez, la foire, c'est-à-dire le souk, on peut dire dans le jargon maghrébin, le souk. Nous, on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est allé à Médine, la première chose qu'il a construite, c'est la mosquée. La deuxième chose, et souvent on l'oublie, c'est le souk, c'est le marché. On ne peut pas vivre sans le souk, on ne peut pas vivre sans la foire. Qui est un endroit convivial où on échange. Parce que dans la tradition maghrébine, le souk, ce n'est pas uniquement pour acheter et vendre. On va dans le souk pour serrer les mains, pour voir les gens, voilà, pour se rencontrer, pour échanger, et pourquoi pas aussi acheter. Et d'ailleurs, tout le monde se retrouve dans le grand souk là, qu'on voit ici, tout le monde se retrouve, les vendeurs, les acheteurs, les garçons, les filles, là. Il y a un mélange, et nous voulons justement montrer, premièrement, permettre aux musulmans d'apparaître au grand jour, voilà ce que nous sommes, et que les gens qui viennent, les non-musulmans, c'est-à-dire nos concitoyens, quand ils viennent ici, ils vont voir quelques défauts,
on en a, Dieu sait qu'est-ce qu'on a comme défaut. Mais au passage, ils vont quand même découvrir quelques qualités. Ils vont au moins découvrir que nous sommes des humains, que nous ne sommes pas des martiens. Mais j'aurais remarqué néanmoins que la quasi-totalité des gens qui y viennent sont des musulmans, des gens de souche maghrébine pour la plupart. Il y a très peu de Français de souche, des Français blancs comme on dit aujourd'hui. Mais c'est normal, parce que c'est la rencontre des musulmans. Il faut dire les choses. Hein. Donc organisé d'abord par une fédération musulmane, les premiers visés, c'est la communauté musulmane de France. Quoique, quand on vient ici dans de pareils locaux, c'est pour s'ouvrir sur les autres. Mais justement, quand vous êtes dans une perspective de rapprochement, on s'étonne que vous n'ayez pas développé plus d'efforts pour essayer d'attirer justement ces Français blancs qui développent de plus en plus de méfiance vis-à-vis de notre communauté, qui semble être travaillée dans le corps par certaines propagandes qui visent à diaboliser l'islam et les musulmans. Pourquoi n'avez-vous pas fait plus d'efforts pour aller vers ces gens et les attirer vers ce genre de manifestation? Et Dieu sait qu'est-ce qu'on fait comme communication, Dieu sait qu'est-ce qu'on fait comme effort. Mais il y a quand même, nous vivons une situation un peu, je ne vais pas dire inédite, mais un peu particulière. Il y a cette peur qui s'installe, et d'ailleurs c'est une peur artificielle. Le musulman a toujours cohabité avec le non-musulman. Surtout nous les Maghrébins d'origine, on a connu. Quand on me dit Monsieur Lasfar, qu'est-ce qu'a l'arabe avec le juif? Il n'a rien parce qu'ils ont vécu ensemble. Nous les avons vus au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils sont encore là. Ils sont encore là-bas dans nos pays d'origine. Donc, sur le plan du principe, on n'a pas de problème avec ces communautés. Nous sommes naturellement ouverts et notre religion nous pousse à l'ouverture. Mais nous traversons un peu une conjoncture difficile où l'islamophobie commence à s'installer. On a peur de l'autre. On veut faire peur à la société française de ce culte que nous portons, de cette religion que nous portons. Mais malgré tout ça, il y a encore une bonne partie de nos concitoyens qui nous font confiance, qui viennent ou qui nous suivent à travers les médias. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de journalistes qui viennent nous rendre visite, donc à travers les médias, année sur année, nous sommes en train de désamorcer ce climat et on leur dit que, attention, ne nous réduisez pas à notre islamité. On n'est pas que des musulmans. On est des musulmans, mais on est des citoyens surtout. Et quand nous sommes dans l'espace public, on est d'abord des citoyens avant qu'on soit des musulmans. Pour en revenir à l'UOIF, avant de parler un peu plus en profondeur de votre initiative, de cette 33e rencontre, l'UOIF, beaucoup de musulmans de France, vous parliez tout à l'heure d'indépendance, par rapport au pays d'origine de nos compatriotes de la communauté installée en France, mais aussi du pouvoir en place, du pouvoir français. Or, beaucoup de musulmans français pensent que l'UOIF est né dans les plis d'une certaine vision sarkozienne, d'une certaine perspective sarkozienne pour pouvoir contrôler les musulmans de France, ce qu'il a appelé, lui, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a inventé le mot, l'islam de France. Bon, je viens de vous dire, ceux qui disent ça, ceux qui avancent ça ne connaissent pas l'histoire. Quand l'UOIF a commencé quand il est né en 83, Sarkozy n'a pas encore commencé à faire la politique. Voilà, donc Sarkozy à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, parce qu'il est ministre de l'Intérieur et des cultes, nous avons travaillé avant Sarkozy avec une douzaine de ministres de l'Intérieur. Dans un État qui se dit laïque, il y a un ministère de l'Intérieur et du culte. Et du culte, ah oui, ils observent le culte. Ce n'est pas contradictoire? Ce n'est pas contradictoire. Paradoxal? Ce n'est pas paradoxal parce que ce n'est pas de l'ingérence du culte. Il ne s'ingère pas dans le culte. Parce que la loi 1905 a bien séparé les sphères. Le politique ne se mêle pas du religieux. Et le religieux, surtout, ne doit pas faire de politique. Voilà, donc les rôles sont partagés. Mais il veille à ce que, donc le ministère de l'Intérieur et des cultes, il veille à ce que les cultes respectent leur domaine et ne débordent pas sur. Et d'ailleurs, nous le respectons, ce n'est pas la peine de nous contrôler. Seulement, nous demandons aux politiques de respecter son rôle aussi et de ne pas s'initier dans les affaires de la. Parce qu'aujourd'hui, on observe plus de l'ingérence du politique dans le religieux et non pas le contraire, le religieux dans le politique. Du flicage, comme on dit, on peut dire. En termes un peu argotiques. Ils sont dans leur rôle. Oui. Nous disons, ils sont dans leur rôle. Donc, laissez-les regarder. Donc, ils créent les conditions. Et Sarkozy, quand il est venu en 2003, il a hérité quand même d'un projet qui a été initié avant lui par Pierre Joxe en 89. À l'époque, on l'appelait le Conseil de réflexion sur l'islam en France. En 94 avec Jean-Louis Debré. Et en 99 avec Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, celui qui a initié l'instance représentative, le CFCM aujourd'hui. Il a mis en place ce qu'on appelle la consultation, al-istishara.
D'ailleurs, il l'appelait comme ça, l'Istishara. À l'époque, il a commencé en 1999 jusqu'à 2003. Changement de majorité et la venue de Sarkozy. Sarkozy, l'homme dynamique que nous connaissons, il n'a pas attendu 6 mois pour réfléchir. Il a conclu. Là, c'était le buteur en quelque sorte. C'est lui qui a transformé l'essai et il a mis en place le CFCM. Et aujourd'hui, on dit qu'on doit à Sarkozy le CFCM, alors que c'est faux. C'est Chevènement qui l'avait commencé. C'est la gauche qui l'avait commencé en quelque sorte. Lui, il a apporté la touche finale. La touche finale. Et on dit que Sarkozy a créé le CFCM. Et Sarkozy a trouvé l'UIF comme partie prenante. Même que la Mosquée de Paris, que le RMF, que la Fédération nationale des musulmans de France, que les Africains, que les Turcs. Et bien, il les a trouvés. Quand on lui a posé la question, il est venu ici, Sarkozy, en 2004. Quand on lui a dit, mais vous avez permis à l'UIF, entre guillemets, instance intégriste, d'intégrer le CFCM. Il a dit, moi je l'ai trouvé sur mon bureau, j'ai trouvé, ils sont là. S'ils sont des hors-la-loi, je les aurais arrêtés, mais ils ne sont pas des hors-la-loi. Ils font partie du paysage musulman français. Et vous pensez que vous représentez vraiment les musulmans de France, ou du moins une partie importante des musulmans de France? Nous, on n'a jamais prétendu représenter les musulmans de France. Et on ne le demandera jamais. Parce que le monopole, dans n'importe quelle situation, aussi bien économique que sociale, c'est néfaste. Oui, mais quel est votre niveau de représentativité? Je vous le dis, vous le dire. Oui. Nous disons que nous, premièrement, en tant qu'école de pensée, parce que l'UIF c'est une école de pensée, l'islam de France, ce n'est pas un slogan que nous avons levé, c'est un cheminement, une évolution d'une présence musulmane dans notre pays. Il a commencé par une présence physique dans les années 50 et 60, sans aucun mosquée, ni lieu de prière, ni rien du tout, et s'est transformé en islam en France, l'islam des immigrés, de nos parents, des immigrés, des caves, des garages, etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un islam qui s'assume. Mais ce n'est pas aussi devenu un islam de France? De France, si. Après avoir été un islam en France, et s'est transformé en islam de France. C'est-à-dire que l'immense majorité aujourd'hui des musulmans de France sont naturalisés ou sont nés ici. Ils n'ont connu de pays que celui-ci. Donc un peu, cette évolution de l'islam de France, on la doit d'abord à ces musulmans qui se sont transformés et qui ont évolué. Mais le politique, il a surfé aussi sur ça. Aujourd'hui, tous les ministres, ils parlent qu'il nous faut un islam de France. Nous sommes d'accord sur le nom. Mais quand même, quand on les voit en train de traiter avec un certain nombre de pays d'origine, on leur dit, mais dites-nous qu'est-ce que vous voulez, parce que nous sommes d'accord sur la construction, et quand il s'agit d'aller former les imams, on va à droite et à gauche pour aller soit importer les imams dans notre pays, ici en France, soit les former ailleurs, nous leur disant, formons nos imams ici en France. Et d'ailleurs, nous, déjà en 92, ici à l'UIF, on a créé un institut universitaire supérieur de formation des imams en France. Et vous arrivez à assimiler cette notion, ce concept très, j'allais dire, très fondateur de la République française, qui est la laïcité? Est-ce que vous cohabitez harmonieusement avec ce concept, cette vision, cette façon d'être? Nous disons que, alhamdoulilah, que la France est laïque. S'il ne l'était pas, franchement, on aurait souffert un petit peu. Nous avons dit un jour ici au Bourget que la laïcité est une chance pour l'islam. Et l'islam est une chance pour la laïcité. Parce que les conditions de l'époque, il faut dire que la laïcité, c'est un compromis fragile. C'est un compromis fragile qui a été fait sur des sur-mesures qu'on a fait à une religion bien particulière, le catholicisme, et qui était en guerre. Il y avait 2 républiques à l'époque. Oui. Et pour éviter la guerre civile, la loi 1905, il est venu, il a séparé les sphères. Nous, on n'a pas de problème avec la République. Nous avons épousé la République. Nous avons adopté la République. Nous sommes des républicains dans ce pays. Donc on n'a pas connu la même histoire et les mêmes douleurs et les mêmes brûlures de l'histoire comme les autres. Et en plus, l'islam, c'est une chance pour la laïcité parce qu'au sein de l'islam, il y a de la spécialisation. Il y a le pouvoir des ulama, voilà, et le pouvoir des politiques. Donc au sein de l'islam, on trouve un peu quelque chose qui ressemblerait à la laïcité, mais pas dans le sens bien sûr de la séparation de 1905, mais on trouve que chacun il est dans son rôle et chacun il doit respecter son domaine. Pourtant le pouvoir politique lui-même, pour des raisons électoralistes évidentes, fait souvent feu de tout bois en usant de, pourquoi ne pas dire le mot, d'islamophobie dans son discours, pour essayer de racler un peu les fonds de tiroir de ces grands absentéistes qui ne savent plus où voter et qui sont tentés justement par ce genre de discours islamophobe
Qu'est-ce que ça vient faire dans dans ce consensus, dans cette grande osmose que vous recherchez, qui est l'acceptation de la laïcité par le corps musulman de France? Vous savez, le politique aujourd'hui, malheureusement, une bonne partie de nos politiques ont cessé franchement de faire de la politique au sens noble du terme. Parce que la politique quand même, c'est pas péjoratif. À l'origine, c'était pas péjoratif. Se mettre à la disposition de l'autre, gérer les affaires de la cité. Il n'y a pas plus noble que ça. Il n'y a pas plus noble que ça, que d'être au service de l'autre. Mais aujourd'hui, on fait de la politique politicienne. C'est-à-dire, tout doit converger vers mon élection. Est-ce que je serai réélu ou pas? Peu importe le prix. Je vendrai mon âme, j'épouserai les thèses extrémistes du moment que je serai élu. On leur dit, mais c'est pas ça. Le politique que nous avons connu dans l'histoire, notamment de France, qui est-ce qui nous a retenus ici dans ce pays? Moi, personnellement, je suis venu en tant qu'étudiant, 1980, pour études, décrocher un diplôme et rentrer dans mon pays d'origine. Mais après, j'ai aimé ce pays. C'est un beau pays, la France. Il faut dire les choses. Il ne faut pas la mocher. Il ne faut pas... L'histoire de France, d'ailleurs nous on a connu la France avant qu'on vienne ici. Entre le Maghreb et la France, il y a une histoire d'amour qui date de plusieurs siècles. Oui, il y a des moments difficiles de l'histoire, mais ces moments, nous les avons gérés de part et d'autre, et on en a tiré les enseignements. Aujourd'hui, dire que ces Maghrébins, c'est comme si nous sommes des Martiens. C'est comme si la France n'a jamais été en Algérie pendant presque un siècle et demi. C'est comme si Lyoté n'a pas été à Casablanca, il est encore là à travers le lycée Lyoté. C'est comme si la France n'a pas été en Mauritanie, au Sénégal, en Tunisie. Nous leur disons, écoutez, cessez de vous voiler la face. Cessez de dire qu'on découvre ces musulmans, c'est l'affaire de la révolution iranienne de 79. Ou de la période noire du terrorisme en Algérie. La France connaît très bien l'islam et connaît très bien les musulmans. C'est elle qui délivrait à un moment donné des cartes d'indigènes et des cartes de résidence avec des foulards et des haïks à l'époque. Absolument. Et aujourd'hui, on refuse le foulard. Alors, nous allons donc, pour conclure, revenir sur la rencontre, la 33e rencontre annuelle des musulmans de France, et parler un peu de ce thème que vous avez choisi pour cette année. Chaque année, vous choisissez un thème différent. Et cette fois-ci, vous dites « Ensemble, construisant l'avenir ». Et vous avez choisi un triptyque de mots très forts, très évocateurs, d'ailleurs qui ressemble un peu à la symbolique de la République française, liberté, égalité, fraternité, où vous dites paix, fraternité, unité. Et si vous nous en disiez quelque chose? Vous savez, chaque année, on essaye de nous coller à la réalité vécue. On ne va pas proposer aux musulmans, aux Bourgais, un thème qui ne les intéresse pas. On ne va pas leur obliger, on les oblige à consommer quelque chose. Chaque année, on se cale sur la réalité. Nous avons vécu une année terroriste par excellence, 2015. Donc il va falloir qu'on parle justement de ça. Et nous pensons que le vivre ensemble a été ébranlé, a été fortement secoué. On commence même à dire que est-ce que ces musulmans ne représentent pas un danger potentiel? Et d'ailleurs, un maire d'une ville nous a qualifiés de la cinquième colonne. Donc nous disons, attention, donc nous avons constaté que le vivre ensemble a été fortement secoué. Eh bien, on veut lui rendre hommage en mettant trois concepts, trois notions positives. Ensemble, pas question de partir seul. Les musulmans se définissent dans les 65 millions de citoyens. Ça veut dire quand vous dites « ensemble construisant l'avenir », vous ne parlez pas seulement que de la communauté musulmane. D'accord. Ensemble, toute la société française, musulmans compris, voilà, construisons. Donc le deuxième point positif, la construction. Nous sommes dans la construction et non pas dans la destruction. Nous tournons le dos bien sûr à tous ceux qui veulent déstabiliser, tuer, etc. Les terroristes, la guerre, ceux qui veulent la guerre. Troisième concept, c'est l'avenir. Donc il y a encore un avenir en France, pour les musulmans et les non-musulmans. Nous pensons que ce que nous avons vécu, d'ailleurs les terroristes, quand ils ont déclaré la guerre à la France, et d'ailleurs à l'Europe et au monde entier, ils veulent l'anéantissement du monde. Voilà, ils veulent rester tout seuls, parce qu'il paraît qu'ils ont une khilafa dite islamique, mais en tuant tout le monde. Ils veulent creuser, ils ont voulu creuser un fossé entre les musulmans d'un côté, entre guillemets les bons, et les non-musulmans, les mauvais. Nous leur disons, ensemble, construisons l'avenir. Avec les bons et les mauvais, nous sommes tous logés à la même enseigne. Le prophète nous a donné la parabole du navire, hadith Safina.
Nous sommes tous dans un même navire, les bons et les mauvais. Si les bons laissent les mauvais faire des choses mauvaises, ils vont tous périr. Donc ils ont intérêt à les conseiller, à leur dire attention, nous sommes tous ensemble. Si réussite il y a, on réussira tous. Si échec il y a, on va échouer tous. Et en ces temps, justement, vous parlez d'un sujet brûlant, pour le moins qu'on puisse dire. En ces temps de violence inouïe, excessive, qui va crescendo, hein, qui ne se stabilise pas, qui va en augmentant. Quelle est non seulement votre vision de la situation, comment voyez-vous les tenants et les aboutissants, d'où est venue cette violence et vers quoi elle va, par qui elle a été animée et pour quelles raisons, et quels sont les moyens que vous préparez pour essayer d'y pallier, pour essayer de rassembler autour de vous non seulement votre propre communauté, mais aussi tous ceux des autres communautés nationales, j'allais dire, si tant est qu'on peut parler de communauté, pour essayer justement d'aller ensemble, comme vous le dites, dans la compréhension de ce phénomène de la violence et de la lutte contre lui. Vous savez, dans les analyses en général des phénomènes sociaux, il ne faut pas se contenter d'un seul facteur pour pouvoir expliquer un phénomène. Le phénomène de violence et de la radicalisation, on peut dire, ne peut pas être expliqué exclusivement par le facteur religion. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a la discrimination, il y a l'islamophobie, il y a l'échec scolaire, il y a le chômage, il y a beaucoup de choses. Et chaque facteur doit être présent dans l'analyse. Nous disons qu'il y a une mauvaise lecture des textes. Elle est là. Il y a la radicalisation. Il y a ceux qui veulent faire dire au Coran ce que Dieu ne veut pas lui faire dire. C'est un livre de paix. Assalamu alaikum. Nous disons tout le temps. C'est un livre de miséricorde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà. Le Dieu traduisez en même temps, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Ar-Rahman ar-Rahim. Le miséricordieux, au nom de Dieu, le miséricordieux, clément, le très miséricordieux. Oui. C'est incompatible que de dire d'un côté le miséricordieux et puis vous dites que la paix soit sur vous, mais je vais vous tuer quand même. Parce que vous ne me ressemblez pas. Mais si Rabbil Alamin a voulu faire de nous une seule communauté, il l'aurait fait. Il a ce pouvoir. Voilà, yazalouna mukhtalifin. Ils vont demeurer toujours différents. Eh bien, nous disons que, attention, ne pas expliquer tout par la religion, mettez les autres facteurs en même temps, mais surtout, essayez de créer les conditions de la vie, vivre ensemble. Merci, Ammar Lasfar, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous espérons vous revoir en d'autres circonstances. Peut-être vous inviter à venir nous rendre visite à Londres, où nous pourrions parler avec plus de détails et avec plus de profondeur que cette petite demi-heure que vous nous avez accordée. Merci beaucoup. C'est moi. Barakallahu fik. Merci. Voilà, donc Ammar Lasfar, président de l'UOIF et donc président aussi de cette 33e rencontre annuelle des musulmans de France, nous a fait le plaisir de nous accorder ce court entretien. Vous l'avez entendu. Merci. Salama.